Bonsoir, l'antenne d'Europe 1 vous est ouverte pendant 2 heures au 39 21 pour que vous puissiez partager avec nous des moments de votre vie, nous confier vos joies et vos peines et les partager avec celles et ceux qui nous font l'amitié d'être à l'écoute. Alors si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous souhaitez apporter votre soutien, eh bien appelez-nous au 39 21 qui est le standard de l'émission. Vous y serez accueillis ce soir par Pauline et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission, et vous pouvez aussi exprimer votre opinion par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Lucie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors merci tout d'abord de prendre mon appel. Je vous en prie, merci de m'appeler. Alors voilà, donc en fait j'aurais eu besoin de vos conseils et de votre aide par rapport à une situation assez difficile que je vis actuellement avec mon mari. Oui. Donc pour essayer de faire clair et d'expliquer un peu les choses, bon j'ai vécu des choses difficiles dans mon enfance, très difficiles on va dire, très difficiles, voilà. Des choses que j'ai confiées à mon mari lorsqu'on s'est connus il y a 15 ans. Alors on a essayé de digérer un petit peu tout ça. Enfin moi j'avais déjà essayé de digérer ça lorsque j'étais plus jeune. Mon mari a eu beaucoup de mal. Bon, on a quand même réussi, voilà, on s'aime très fort, on s'est mariés et maintenant on a 2 enfants. Le problème c'est que depuis qu'on a nos enfants, ce souci revient régulièrement et c'est souvent le cœur de nos disputes, on va dire, dans notre couple. C'est-à-dire que mon mari tient pour responsable mes parents par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de moi. Et moi, mes parents, j'ai gardé contact avec eux, si vous voulez, mais enfin bon, c'est un contact très, on va dire, des rapports sans plus, hein. On se dit bonjour, on s'appelle, bon, voilà, comment vas-tu, beau temps, hein, etc. Bon, et voilà. Donc, c'est que je sais plus trop comment gérer la situation, en fait, par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille et à mon mari. Voilà. Mmh. Alors, je suis un peu en peine pour vous aider parce que vous restez très évasive concernant ces difficultés. Je ne sais pas quel rôle ont joué vos parents dans vos difficultés concernant ce que vous avez vous-même vécu, puisque semble-t-il vous avez un lien mais assez distant et votre mari vous reproche ce lien maintenant concernant vos enfants. Donc je ne sais pas quel rôle ont joué vos parents dans vos propres difficultés. Enfin, le rôle que vous leur accordez. Parce que c'est ça au fond qui compte. Oui. C'est quel rôle vous leur attribuez vous. Eh bien en fait, j'ai été violée par mes 2 frères pendant plusieurs années. Mes parents ont été au courant, je leur en ai un petit peu parlé, mais surtout ça a commencé, ils l'ont su au départ, parce qu'ils ont été convoqués par le directeur de l'école où mes frères étaient, parce qu'apparemment ça s'était su. Donc de là ils m'ont posé des questions, j'aurais dit la vérité évidemment, j'aurais jamais osé leur en parler avant, puisque pour moi c'était une honte quoi. Vous leur avez dit à quel moment ? Au
moment où ils ont été convoqués apparemment par ce directeur d'école, qui avait entendu dire, des choses. Donc à ce moment-là, je me souviens de ce jour, dans ma chambre, ils m'ont dit, voilà, on a entendu des choses, est-ce que c'est vrai? Donc j'ai dit oui, c'est vrai. Évidemment, j'ai jamais pu rentrer dans les détails ou quoi que ce soit, donc après, je sais pas justement ce qu'ils ont entrepris, je pense pas grand-chose, puisque ça a continué, enfin, ils ont essayé. Bon. C'est difficile pour vous d'en parler, hein, encore. Oui. Ouais. Non, je vais me reprendre. Ça va aller. Vos frères étaient plus âgés? Oui. Beaucoup plus âgés que vous? Ils ont 3 et 4 ans de différence avec moi. Voilà, donc entre eux, ils ont 1 an de différence, ils étaient très proches. Et vous aviez quel âge? Et moi, j'avais peut-être 8 ans. Moi, je vous avoue que les dates, tout ça, enfin, même quand j'en ai parlé avec mon mari, voilà, c'est un peu flou parce que j'ai tellement, si vous voulez, effacé ça de ma mémoire. Mais je pense 8-9 ans, enfin quand eux sont rentrés dans l'adolescence en fait. Je pense. Hein. C'est bon, je vous dis c'est 1 ou 2 ans près, parce que là c'est oui, bien vrai sûr. Que j'avais vraiment effacé. Oui. Vous n'en avez parlé qu'à votre mari et à vos parents. Mais à mes parents, mais bon, ça restait, enfin, c'était difficile d'en parler quand même. J'en ai parlé effectivement, mais voilà. Et à mon mari, bon, j'en ai parlé à une amie à l'époque, mais c'est tout. Et donc ensuite, après j'ai passé quelques années en dehors de la maison, j'ai souhaité aller en internat, enfin bref, pendant quelques années, ça m'a fait du bien, je me suis construite, c'est là que j'ai rencontré ce qui serait mon futur mari, je ne le savais pas encore. Oui. J'ai vécu un petit peu ma vie, entre guillemets, hein, de jeune femme, jeune fille, jeune femme. Et voilà, et donc lorsque j'ai revu mon mari, que j'ai connu lorsque j'étais interne, mais je l'ai revu bien plus tard, à partir du moment où on a créé une relation, on sentait que voilà, il y avait quelque chose de sérieux et que pour moi je me sentais obligée de le dire en fait. Parce que ça me paraissait important pour notre couple. Et mon mari, évidemment, là, m'a évidemment toujours soutenue, mais pour lui, ça a été très difficile. C'est quelqu'un qui est très sensible, très très sensible, et qui, c'était très difficile, et avec le recul, j'ai l'impression qu'il l'a presque plus mal pris que moi, quoi. Enfin, encore maintenant. C'est pour ça qu'il tire mes parents pour responsables, et il a sans doute raison, en partie, de pas m'avoir protégée, comme il dit. Ouais. Oui, parce que finalement, il n'y a eu aucune action d'entreprise. Je crois ni suivi thérapeutique. Je sais que pour un de mes 2 frères, ils ont essayé d'emmener chez un psychologue, je sais pas quoi, mais enfin bon, ça s'est pas bien passé. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas exactement ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'ils me faisaient pas de rapport à l'époque, entre guillemets. Hein. Ils me disaient pas, mais c'était assez difficile. Et moi, j'ai eu l'impression de mettre entre guillemets, de m'en être sortie seule, quoi, mais sans, enfin voilà, je me sentais assez forte. Ensuite, je me suis un peu éloignée de la maison de mes parents, donc voilà, j'ai vécu un petit peu ma vie, puis j'ai essayé d'effacer tout ça, quoi. Enfin, voilà. Oui, c'était votre façon de vous protéger, d'effacer, oui, d'être presque dans une forme de déni de la réalité, quoi, d'essayer d'effacer ça. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, donc. Vous n'en avez plus jamais reparlé? Avec mes parents, non. Mais bon, je me pose la question depuis quelques années. Par rapport à vos enfants? Par rapport à mes enfants, parce que c'est vrai que mon mari, et je le comprends, ne voudrait pas confier nos enfants à mes parents, bien que je sais que c'est quelque chose, je suis sûre que ça se reproduirait plus, mais c'est vrai que vos frères sont toujours présents dans l'environnement familial? Voilà, justement, c'est encore un autre problème, c'est qu'ils sont complètement présents encore, parce qu'il y en a un qui vit toujours chez eux, et l'autre qui vit à 20 mètres à côté, quoi. Voilà. Donc quand on va les voir, on voit tout le monde, quoi. Donc ça a toujours été des relations, on va dire, c'est pas la famille où on se, enfin, vous voyez, ça reste très,
Quel est l'avis de vos frères aujourd'hui? Pas grand-chose. Oui. Il y en a un qui fait pas grand-chose. Bon, je Ben pense oui. qu'ils ont été aussi... je pense qu'ils payent, entre guillemets, à leur manière aussi ça. Oui. J'imagine qu'ils doivent regretter. Et que, quelque part, il y en a un qui ne sait pas trop ce qu'il fait, quoi, finalement. Il fait pas grand-chose. L'autre, il essaye, mais bon... bon. Et c'est ça le problème. C'est qu'ils sont toujours dans c'est ça encore, quand on discute avec mon mari, il me dit oui, mais c'est cet environnement. Je veux pas que mes enfants soient dans cet environnement. On peut comprendre, hein, votre mari. Hein. Oui, mais je le comprends. Parce qu'il y a un environnement qui est... malsain, comme il dit. Qui est pathogène, oui. Il y a quelque chose qui dysfonctionne très très sérieusement. Je le comprends. Ça pose de très sérieuses questions que vos deux frères aient eu ce comportement vis-à-vis de vous, déjà, qu'il y ait eu quand même ces passages à l'acte vis-à-vis de vous. Et puis, alors que ça a été signalé, qu'il n'y ait pas eu de réaction appropriée, je dirais, de la part de vos parents. On peut comprendre l'effondrement intérieur de vos parents. Enfin, c'est le désarroi dans lequel ça a pu les plonger. C'est bon d'avoir connaissance de ces faits. Mais ça suppose justement d'aller demander de l'aide à l'extérieur. Voilà, mais je crois qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait, je sais, notamment pour un des deux. Oui, mais pourquoi pour un des deux et pas pour les deux, déjà? Vous voyez, pourquoi? Là, ça méritait vraiment une thérapie familiale. Alors, c'est vrai qu'on en parlait moins. Il faut dire ce qui est à l'heure des charges, parce que je crois que vous avez moi, j'ai 35 ans. Vous avez 35 ans. Oui, donc on en parlait à l'heure des charges beaucoup moins qu'aujourd'hui, y compris d'ailleurs des abus sexuels, donc y compris de la prise en charge de ces abus sexuels. Mais ce qui pose question, et c'est là où je comprends tout à fait l'attitude de votre mari qui est une attitude protectrice. Oui, tout à fait, oui. Tant vis-à-vis de vos enfants que vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose dans la cellule familiale qui dysfonctionne parce que pour que des enfants passent à l'acte vis-à-vis de leurs sœurs, c'est qu'il y a des interdits qui n'ont pas été posés. Oui, pour que ce passage à l'acte puisse avoir lieu. Ouais. Parce qu'en principe, les enfants intègrent au cours de leur développement que il n'y a pas de rapport sexuel possible, de rapport amoureux et donc de rapport sexuel entre membres de la même famille. À tel point, d'ailleurs, que cette idée même provoque du dégoût. Que les frères et sœurs sont perçus comme asexués, ne suscitent pas de désir. Or là, il y a pu y avoir passage à l'acte, et ce qui est terrible, c'est terrible bien sûr à la fois pour vous qui en avez été victimes, et c'est terrible aussi pour vos frères qui ont été finalement livrés à leur pulsion. Et on les a laissés comme ça au début de leur puberté, de leur adolescence, de leur puberté plutôt, comme ça livrés à eux-mêmes, et c'est très destructeur. Déjà livrés à leur pulsion, et puis le fait de s'en prendre à un plus petit, et qui plus est à leur sœur. Et on voit aujourd'hui, c'est pour ça que je vous posais la question, au fond, vous en êtes bien mieux sortis qu'eux. C'est-à-dire que vous avez pu construire votre vie de femme, vous êtes en couple, vous avez pu être mère. Eux, il y en a un qui vit toujours chez vos parents, il y en a un qui est à 100 mètres de chez eux, on voit qu'ils n'arrivent pas à s'éloigner. Oui. Ils peuvent pas couper, comme s'ils étaient restés toujours petits. Donc, voyez, il aurait. Alors, c'est vrai que l'attitude de votre mari est une attitude de protection, parce que il y a quelque chose qui
qui est un peu intrinsèque au fonctionnement. Il y aurait plein de choses à interroger dans ce fonctionnement même. Alors quand on dit responsable, ça veut pas dire que vos parents, évidemment, je pense, doivent être écrasés de culpabilité. Hein, ça doit être terrible pour eux, et terrible pour eux parce qu'il s'agit de leurs enfants. C'est ça, c'est leurs enfants c'est leurs fils qui s'en sont pris à vous, leurs filles. Enfin, c'est bon, c'est épouvantable. Donc, comment sanctionner, mais en même temps, si vous voulez, tout le monde va mal. Oui, mais c'est ça. Tout le monde va mal, et finalement c'est vous qui avez été victime directe, qui en allant en internat, en sortant de la cellule familiale, eh bien au fond avait pu vous construire. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, ça c'est mon mari qui m'a un peu ouvert les yeux là-dessus. Moi, c'est vrai que à l'époque, je me rendais pas compte. J'étais sortie, comme vous dites, de cette cellule familiale pour ça. Parce que j'avais des activités sportives qui faisaient que ça m'arrangeait de m'éloigner aussi. Et effectivement, il a raison, mais le problème c'est que... Pourquoi vous vous disputez, pour revenir à votre justement, question? Parce que dès que je parle, dès qu'on en a parlé de mes parents, même pour des choses qui n'ont rien à voir, par exemple, tiens, on va voir mes parents bientôt, tout de suite il y a un froid, il y a oui, mais il y a ci, il y a ça, enfin, tout de suite ça repart sur des choses, ça monte, et... Alors, des fois, c'est juste pour parler d'un rien, ou d'un souci qu'avait mon père, ou de... et tout de suite, c'est pour ça que... Il est très en colère, certainement, votre mari. Mais il me l'a dit, l'autre jour, il m'a dit, on avait un petit peu bu, c'est vrai. Oui. On parlait encore de ça, il m'a dit, oui, c'est vrai, j'ai envie de leur faire payer. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Et oui, il est très en colère. Il est très en colère parce qu'il vous aime, et que ça lui est insupportable finalement qu'on ait pu vous faire du mal et qu'on n'ait pas réagi. Ah, mais c'est tout à fait ça. Donc qui s'implique, d'ailleurs vous avez dit presque, c'est comme si ça le touchait presque plus que vous, vous avez dit. Ça arrive parfois qu'il y ait une personne comme ça dans l'entourage qui n'est pas la personne concernée, qui a mis un peu comme un couvercle sur son histoire, comme une forme de déni, et que c'est l'autre personne qui prend à sa charge, presque qui ressent les émotions à la place, presque par procuration. C'est complètement ça. Alors peut-être aussi qu'en tant qu'homme, ça le bouleverse considérablement. Hein. Surtout que lui, il a une grande sœur, le cas est inverse, très protectrice par rapport à lui, enfin. Voilà, oui. Alors ça peut jouer, c'est-à-dire que ça doit le renvoyer à quelque chose de son histoire personnelle avec sa sœur, où lui était très proche, mais où sa grande sœur, elle, il y avait une protection vis-à-vis de lui. Donc par opposition, votre histoire le remue, le ébranle tout ça. C'est ça. Mais le problème, c'est que, bien sûr, c'est tout à son honneur. Enfin, je veux dire, je peux pas lui en vouloir de vouloir aussi me protéger, Et protéger vos enfants. Et de protéger nos enfants, exactement. C'est que ça me fait remonter des choses que j'essaie d'oublier, qui reviennent en permanence. Alors je me dis, est-ce qu'il faut que j'aille, je sais pas, peut-être voir quelqu'un, je sais pas si ça m'aiderait, je sais pas. J'ai eu l'impression que ça allait. Le problème, c'est que ça revient toujours, quoi. Je pense que c'est ce qui doit être c'est ce qui doit être douloureux pour vous, c'est-à-dire que vous parlez pas au même niveau. C'est-à-dire que lui évidemment, il y a le premier niveau qui est qu'il vous aime et que c'est insupportable ce qui s'est passé. Il est dans les faits, la brutalité, la violence des faits et la passivité de votre entourage familial et de vos parents.
Et en même temps, ça le renvoie lui en tant qu'homme à quelque chose qui est très angoissant. Et dans les rapports frères-sœurs, c'est-à-dire que c'est angoissant dans le sens où lui, il avait une relation très proche de sa sœur, mais très tendre, très protectrice. Or là, les rapports frères-sœurs qui deviennent des rapports d'agresseurs. Bon, donc ça, quand on est angoissé, quand on a peur, on peut devenir très violent, même en parole. Très en colère. Et vous, eh bien, pour tenir le coup, vous aviez mis une chape de plomb sur cette histoire. Vous n'aviez pas vraiment le choix, puisque il y avait un silence terrible autour de cette histoire dans votre famille. Et lui, par sa colère, par sa révolte devant cette situation, fait remonter toute cette histoire. C'est ça, exactement. Donc, on voit bien quand vous l'avez évoqué. D'ailleurs, vous l'avez évoqué au départ en disant j'ai vécu des choses très très difficiles. Et puis, je vous ai dit non pas par. Vous connaissez l'émission. Je ne veux pas faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de ne pas dire et de garder secret. Je leur permets de garder secret. Mais là, c'était difficile de me positionner par rapport à vous et votre mari sans savoir le rôle qu'avaient tenu vos parents dans cette histoire dont vous me parliez. Vous étiez complètement submergé par l'émotion. Donc elle est là, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout intégré de cette histoire-là. Et forcément, parce que c'est dans votre famille, il y a rien qui a été parlé, donc c'est très présent et c'est revécu aujourd'hui à travers vos enfants et à travers ce qui se joue dans votre couple. Donc je pense que oui, il faudrait que vous en parliez. Et peut-être dans un premier temps même à deux. Pourquoi pas aller voir que vous en parliez vous parce que c'est votre histoire. Votre histoire est celle de votre famille. Je dirais à l'époque, il aurait fallu évidemment, pour le moins, au moins une thérapie familiale, ça c'est évident. Mais comme actuellement ça devient un sujet de conflit au sein de votre couple permanent, je pense que ça serait important que vous alliez en parler ensemble, au moins. Voyez, que vous ayez quelques entretiens ensemble, quitte après à ce que vous puissiez parler seul de votre histoire. Ouais. C'est vrai que lui, de son côté, il en a parlé, il en parle souvent, parce que lui-même est suivi par quelqu'un. Ah, d'accord. Voilà. Et oui, donc lui, il peut en parler. Lui, il peut en parler, mais bon, enfin, je sais pas exactement. Bon, pas forcément. Enfin, je crois pas que ce soit une psychothérapie. Enfin, il faut expliquer. Quand je dis que mon mari avait été très affecté, ce qui est normal quand je lui ai parlé de ça, c'est que un an ou deux après, il a été diagnostiqué bipolaire. Oui. Et on pense que, enfin, lui m'a toujours dit que en dehors de ça, enfin d'autres facteurs, cette chose l'avait énormément perturbé et que c'est peut-être ça qui avait déclenché aussi chez lui. Là que c'est bon, à l'époque on parlait de maniaco-dépression. Et donc voilà, donc depuis il est suivi depuis longtemps, régulièrement, voilà, pour son traitement médicamenteux. Et il a eu effectivement à ces occasions-là d'en parler, quoi. Des occasions d'en parler. Ce qui me gêne aussi par rapport à moi, c'est qu'il en a parlé à sa famille, puisque lui est très proche de sa maman, de sa sœur. Alors c'est difficile pour moi aussi de me dire que sa famille est au courant, que des fois sa maman elle essaie de m'aider en me disant pourquoi t'en parles pas, vous en parlez pas comme ça une fois dans ta famille tous ensemble. Oh là là. Mais parce que vous ne pouvez pas. Moi, je peux pas, sinon je l'aurais fait déjà avant, quoi. Mais bien sûr. Bien sûr, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Sinon, comme vous dites, on ne vous autorise pas à en parler. C'est devenu un secret de famille. Et même mon mari en a parlé à mon père une fois. J'étais pas là. Il y a quelques années. Et tout ce qu'il lui a répondu, mon papa, c'est
Mais ça, j'en parlerai avec ma fille. Mais bon, de toute façon, voilà. Enfin, je sais que d'eux-mêmes, ils viendront jamais me parler de ça, quoi. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible non, parce que s'il est suivi en thérapie, son ou sa thérapeute n'accepterait peut-être pas forcément de vous voir, vous, pour une ou deux séances. Ça se fait parfois. Bah, je l'ai vu, mais pas pour ce sujet-là, quoi. Voilà. Pour les problèmes de bipolarité de voilà, votre c'est ça. De votre mais mari. Moi, je préfère voir quelqu'un de entre guillemets neutre, hein, parce que bon, il connaît tellement de mon histoire, la personne qui le suit, que je voudrais pas. Je préfère. Le problème, c'est que. Parce que, si vous voulez, je pense qu'il est vraiment très important que vous ayez un espace pour vous, seul. Pour pouvoir en parler seul de cette histoire. Oui, mais c'est ça, en fait. Mais bon, je me dis en même temps, parler de ça à quelqu'un que je ne connais pas... Mais vous en parlerez plus facilement à quelqu'un que vous ne connaissez pas, justement, Lucie. Parce que, justement, cette personne ne sera pas impliquée. Il n'y aura pas d'enjeu. Vous ne la verrez pas dans votre vie de tous les jours. Et cette personne ne vous dira pas pourquoi ne pas en parler à votre famille, pourquoi... Enfin, voyez, elle n'attendra rien de vous de précis. Elle sera là pour vous écouter. J'aimerais beaucoup, mais c'est vrai que faire confiance, vous voyez, pouvoir se confier comme ça à quelqu'un, je sais pas. Mais je comprends que vous ayez peur. Parce que vous avez grandi dans le silence. Donc je comprends que la parole soit perçue comme dangereuse. Et c'est en ça que votre mari, lui, d'une certaine façon, vous agresse. Oui. Par par son désir de parler, Vous êtes dans. Alors, en plus, de par ses difficultés, à lui, il faudrait pas non plus qu'il règle des choses à travers vous. Parce qu'il a certainement beaucoup de choses à régler de son histoire personnelle, de son histoire familiale, et il faudrait pas que votre histoire à vous occupe le devant de la scène. Oui, je comprends. Vous voyez, qu'il ne règle pas. Même si par ailleurs on peut comprendre sa révolte et sa colère, voilà. Mais qu'il ne se, même inconsciemment, qu'il ne se serve pas de vous, de votre histoire, de votre traumatisme pour, au fond, régler des choses qui lui sont propres. Ouais. Et je sais pas non plus quelle attitude adopter par rapport à mes parents. J'ai pas envie de changer du tout autour, enfin. De toute façon, je crois que pour le moment, tant que vous n'aurez pas parlé de votre côté, justement dans un lieu neutre, oui. À quelqu'un qui n'est pas là pour juger, pour vous dire d'agir de telle ou telle façon, mais simplement pour vous entendre. Pour que vous puissiez vous entendre, pour qu'enfin on soulève cette chape de plomb et qu'on puisse accueillir votre parole à vous dans toute cette histoire et votre vérité à vous. Pour le moment, je dirais, il n'y a pas d'attitude à changer de la part de vos parents parce que vous vous trouvez face à une force d'inertie immense. Vous vous trouvez face à un bloc là. C'est vrai. Donc eux, ils n'ont pas bougé depuis des années, c'est leur façon de se protéger face à une vérité qui est aussi monstrueuse. Parce que c'est monstrueux d'apprendre que ces enfants, ces fils ont agressé sexuellement sa fille. Enfin, il y a quelque chose de tellement monstrueux dans tout ça, c'est-à-dire que forcément la culpabilité, elle surgit, elle se dit qu'est-ce qu'on a fait de mal, eh bien qu'on préfère ne plus se dire que ça n'a pas existé.
Et parfois, on finit par s'en convaincre. Donc, vos parents, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse, mais vos parents ont peut-être fini par se convaincre que ça n'avait pas eu lieu. Peut-être, ouais. Enfin, comme si, vous voyez, ils peuvent être dans un... Le déni, c'est un mécanisme de défense psychologique. Et mon mari dit, ils ont mis un mouchoir dessus, quoi. Voilà. Mais oui, mais c'est plus qu'un mouchoir dessus, le déni. C'est un véritable mécanisme de défense. Et c'est pas un leurre, hein. C'est véritablement face à une réalité qui est insupportable, et ce que vous décrivez est de l'ordre de cela. Eh bien, il y a quelque chose qui se met en place dans notre esprit, qui fait que on arrive à s'auto-persuader que ça n'a pas eu lieu, que ça n'a pas existé. Donc, étant donné l'attitude de vos parents, il est fort probable que, depuis le temps, ils ont pu se convaincre de cela. D'autant que ça n'a jamais été reparlé. Oui, c'est ça. Bon. Vous voyez, puisque vous-même, au fond, vous dites, j'ai fait comme si, vous savez que ça a eu lieu, mais voilà, ça... Donc, je comprends que vous ayez peur d'aller en parler, parce que c'est vous confronter à cette réalité. Mais cette réalité, vous voyez bien que quand votre mari vous en parle, les émotions qu'elle fait renaître en vous, ça veut dire qu'elle est là et qu'elle agit à bas bruit, et que certainement elle agit de façon assez toxique pour vous. Et quand vous allez chez vos parents et qu'il y a vos frères présents, c'est quand même vous êtes dans un environnement qui est assez toxique pour vous. Alors après, ça veut pas dire forcément couper tout lien. Ça veut peut-être pouvoir dire mettre des mots. Mais vous mettrez d'autant plus facilement des mots ou peut-être des actes quand vous aurez pu en parler dans un endroit où vous pourrez le faire en sécurité, sans que ça crée d'éclats, de possibilités de rupture et de tension. Vous voyez ? Oui, ce serait bien parce que, justement, j'ai pas envie de tout chambouler. Je comprends. Leur petit univers, on va dire. Je comprends. Mais en même temps, par rapport à vos enfants, je rejoins la position de votre mari quand il dit qu'il ne veut pas laisser vos enfants seuls chez vos parents. Je le comprends et je le rejoins. Il y a un risque. Il y a un risque. Évidemment, c'est pas tant dans le passage à l'acte, c'est dans le fonctionnement même. Oui, mais c'est ça. Il y a quelque chose, et puis de toute façon, il y a des choses qui passent dans les non-dits, et il est préférable, il est même souhaitable que vous soyez présent quand vos enfants sont là, et de ne pas les laisser seuls. Et ça, peut-être qu'un jour vous serez plus à l'aise quand vous aurez parlé de votre histoire pour pouvoir le dire à vos parents. Ouais, étant donné ce qui s'est passé pour moi, je ne me sens pas en confiance et je ne peux pas laisser mes enfants dans un climat de sécurité. Je ne me sens pas en sécurité dans cette maison, je ne me suis pas sentie en sécurité, et donc je veux pouvoir laisser mes enfants et les savoir en sécurité. Or, je ne les sens pas en sécurité chez vous. C'est vrai que je pensais qu'une fois qu'on aurait nos enfants, ça me donnerait un peu de force, on va dire, pour leur parler de tout ça. Bon, j'y ai pensé, mais pas suffisamment. C'est compliqué parce que vous n'avez pas pu parler de vous, enfant. Oui, c'est ça, donc maintenant... Donc il faut que vous parliez de vous, enfant. Mais ça vous a donné de la force aussi, vos enfants, Lucie, par bien d'autres côtés, certainement. Vraiment. Mais comme dit Alain, je reçois un petit courriel qui dit le fait que votre mari raconte ces choses intimes autour de lui ne peut pas vous aider. Il ne fait que vous replonger dans votre histoire, dans votre déprime. Et Alain qui dit, à mon avis, Lucie devrait consulter seule un spécialiste. Ouais, moi je crois aussi. Et puis Jean-Pierre dit, mais se confier à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, n'est-ce pas ce que vous êtes en train de faire ? C'est vrai, c'est exactement ce que je pensais quand je vous parlais, mais en même temps j'ai l'impression de vous connaître un peu puisque je vous entends souvent, mais bon. Oui, mais bon. Voilà, bref. Oui, je crois que c'est important que vous en parlez. Mais je suis d'accord avec Alain,
je crois que, mais bon, lui a une histoire aussi compliquée, mais je suis d'accord avec lui, il a été choqué, donc il a éprouvé lui le besoin d'en parler à sa famille. Je comprends que pour vous, ça soit difficile et douloureux, parce que c'est votre histoire. Donc vous l'avez confié à lui, vous ne l'aviez pas confié à sa famille. C'est vrai. Bon, pas lui en vouloir, lui, ça devait être un poids trop lourd et il avait besoin de se confier à quelqu'un en retour. Tout à fait, ouais. Mais vous allez en parler, hein, Lucie, vraiment. Ouais, Trouvez quelqu'un de bien de confiance à qui parler de votre histoire. Vraiment. Mais vous pensez plutôt à un psychiatre ou à une psychothérapie? Enfin, moi, je connais rien. Peu importe la formation initiale du thérapeute, ça peut être un psychiatre, c'est-à-dire un médecin, mais qui fait des thérapies, qui fait des psychothérapies. Ça peut être un psychologue qui fait des psychothérapies. Le psychiatre, il est médecin, il peut vous faire des feuilles d'assurance maladie. Le psychologue, non, puisqu'il n'est pas médecin. Ça peut être aussi un psychanalyste. D'accord. Mais pour un premier rendez-vous, peut-être mieux, quelque chose, une psychothérapie en face à face. Ouais. Voilà. D'accord, mais c'est vrai que j'y pensais ces derniers temps. Je me suis dit bon. Demandez à votre médecin traitant si vous en avez un. Il peut vous communiquer des adresses. D'accord, très bien. Bah écoutez, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, mais parler vous fera du bien, hein, Lucie. Oui. Vraiment, il faut sortir de ce silence-là. Le silence vous lie encore à votre famille, vous lie à... C'est un pacte, hein, finalement. Alors, le parler ne va pas faire que le lien est rompu, mais le lien est rompu avec ce côté où on se maintient dans un déni et dans un fonctionnement, dans quelque chose qui justement dysfonctionne. Parler va vous libérer de ça. Bah écoutez, j'espère. J'espère, en tout cas, c'est pour vivre heureuse avec mon mari, hein, tout simplement. Oui, mais vous allez retrouver... un certain apaisement, ça vous allez voir. Couple en... Ouais. Bonne chance, Lucie. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Pixilote, Mamadou, des réactions qui arrivent par SMS au 7 21 21 au témoignage de Lucie. Il y a Coco qui dit: votre témoignage est très émouvant et je comprends vos réticences à parler de votre histoire à un inconnu, mais il vous sera pourtant plus simple de le faire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Courage à vous. Et puis il y a également le subversif qui dit: une association perverse s'est nouée entre vos deux frères, un duo qui s'est constitué contre un danger ou pour pallier une défaillance parentale. Votre couple gagnerait à ce que chacun s'en ouvre de son côté à un thérapeute. Et puis Célène Dill qui dit: votre courage, Lucie, m'impressionne énormément. Votre force vous a protégé. Courage à vous. On accueille maintenant Malika. Bonsoir Malika. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui. Alors moi je vous appelle, en principe lorsqu'on vous appelle, c'est souvent parce que nous avons des petits soucis. C'est rare que les gens vous appellent parce qu'ils sont heureux. Ça arrive parfois, mais c'est plus rare, vous avez raison de le dire. Parce que bon, j'aime bien vous écouter la nuit, et puis c'est vrai, c'est même très intéressant, puisque on peut quand même comprendre certaines choses en écoutant les autres. Alors voilà, moi ce qui m'amène aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'il est facile de trouver un homme au sens où moi j'ai été, je trouve, assez déçue. Alors, donc là j'avais un ami, nous avons vécu ensemble. Oui. Il est parti, et puis il a rencontré d'autres femmes. J'ai eu l'occasion bien sûr de le revoir. On s'est revus. Il me disait qu'il tenait à moi, qu'il m'aimait. Chose assez étonnante, parce que quand on aime quelqu'un, on a beaucoup d'ambition, je trouve,
pour construire quelque chose, pour faire des tas de choses ensemble. Alors que là, parce que nous avons vécu quand même 10 ans ensemble, et puis là, donc, le voyant, occasionnellement, je me posais beaucoup de questions, mais comme j'ai un peu d'intuition, j'ai fini par arriver à mes fins, c'est-à-dire bien être très 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 déçue. Et il est parti pour quelle raison, Malika? Alors, la raison, Mathilde, et j'ai trouvé drôle cette raison, j'en avais ras-le-bol, Mathilde. Suite à quoi je lui ai répondu, c'est moi qui aurais dû en avoir ras-le-bol. Parce que j'ai dit, pendant 10 ans, j'ai résolu tous tes problèmes. Et moi, je pense que tous ces problèmes, ça l'a fatigué, qui a fait que il est parti. Et je pense que c'est sûrement à cause de ces problèmes. Parce qu'évidemment, lorsqu'une personne a des problèmes, je pense qu'on ne vit pas l'amour comment dire, on ne vit pas l'amour avec un grand A au sens où, enfin moi personnellement, ça ne me dérangeait pas. Et je n'ai jamais eu à lui dire, écoute, tous tes problèmes, c'est lorsque là, l'autre fois, il me dit, j'en avais ras-le-bol, parce que là, bien sûr, on se revoyait. Et c'est là que j'ai trouvé quand même, suite à quoi il n'a même pas répondu. Pourquoi, bien sûr, on se revoyait? Parce que c'était pas gagné d'avance, hein. Surtout s'il est parti en disant j'en ai ras-le-bol. Alors, oui, il est parti. Oui, mais pour moi, c'était pas le ras-le-bol qu'il avait. C'était pas ça. Pour moi, c'est un garçon, un très beau garçon, et qui plaît à beaucoup de femmes, et c'est quelqu'un de faible, et qui, ma foi, je pense, se laissait aller, voilà, à la personne qui, voilà, le demandait, donc... Donc, il a eu des réflexions qui m'ont fait un peu, qui me surprennent quand même. Je ne sais pas moi, comme il me disait il n'y a pas très longtemps encore. Eh bien oui, tu vois, je faisais l'amour avec elle. Elle n'est pas belle, mais tu vois, c'est elle qui voulait. Alors, je sais pas moi. Franchement, on ne fait pas l'amour avec quelqu'un si elle ne nous plaît pas. Et d'autre part, si elle ne lui plaisait pas. J'étais d'autant plus surprise qu'il me disait tu vois, je faisais l'amour mais je pensais à toi. Alors à ce moment-là, moi je me dis mais tu peux faire l'amour avec tout le monde en pensant à moi et sans faire l'amour avec moi. Donc je le trouve pas très cohérent. Voilà. Et alors là, à tel point qu'aujourd'hui je suis un peu je dirais déprimée au sens où c'est quelqu'un quand même que j'aimais et que j'aime encore. Et là, là, je suis un peu démoralisée au sens où, mais est-ce que je vais trouver quelqu'un, enfin, de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui envisage de voir dans la même direction, partager, et puis pour moi, avec cet homme-là, j'ai partagé bien sûr beaucoup de ses soucis, mais pour moi, ça n'a pas été, il a des problèmes, je le laisse. Non, je suis allée à fond dedans parce que lui étant faible, je le voyais bien d'ailleurs. D'ailleurs, je lui disais, écoute, si tu as des paroles à dire, des mots que tu veux dire, tu me les dis. Moi, je ferai le courrier. Mais tout ceci, ça ne m'a pas fait ne pas l'aimer. Et alors aujourd'hui, je me dis que il est plus parti, sûrement, à cause, je pense, de tous ces soucis. Je pense que je dois représenter, ou j'ai dû représenter ces soucis. Je pense, moi, que c'est ça. Alors, aujourd'hui, là, justement, je me pose la question, si je dois le revoir. Oui, moi, je veux le revoir, justement, je voudrais vous poser la question. Je veux le revoir au sens où, il y a quelques semaines, il m'appelle à 1h30 du matin, me disant, bien voilà, j'ai passé une soirée avec des amis, alors je sais pas où tu es, je sais pas ce que tu fais, alors tu sais, tu crois que j'ai quelqu'un, et bien tu te trompes complètement, enfin, bref. Moi, je me suis dit, eh bien moi, je suis toute seule, je suis allée au restaurant toute seule, me suis dit, je ne lui ai pas dit. Mais à 1h30, eh bien moi, voilà, moi je suis au lit, enfin je ne l'ai pas entendu puisque je dormais, je n'ai pas entendu son message, mais alors... je me suis dit, attends, je pense que toi, tu es quand même assez égoïste. Parce que il ne se pose
pas la question si moi, je ne suis pas toute seule aussi. Ceci n'est pas dans ses pensées. Et puis, comme bien sûr, moi, le comportement de quelqu'un, comment dire, ce serait plus ses paroles, même non, pas vraiment les paroles, les gestes, je dirais même gestes, et puis paroles, parce que les gestes et paroles ne semblaient pas correspondre. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors là, je suis allée, évidemment, je suis assez, comment dire, je suis allée au fond de la chose, connaissant ses façons, disons, là où il allait. Je me suis permis d'aller, et puis bon, eh bien, je me suis aperçue qu'en fin de compte, il était avec une femme, voilà, au restaurant, avec une femme. Alors là, je lui ai fait comprendre, je ne sais pas si j'ai bien réagi, je suis rentrée, je suis allée lui dire bonjour. Et après, même devant cette personne, je me suis permis de dire, alors écoute, il te plaît d'être seule, regarde aujourd'hui. Je crois que ça y est, c'est résolu. Je voulais faire comprendre que, surtout qu'il me disait que je me trompais complètement, qu'il avait une femme, c'était faux. Alors là, je me suis dit, il me disait la preuve, tu vois, je suis arrivée à telle heure chez moi, tu vois, je sais pas trop, que je suis sincère, enfin que je suis, comment il me dit, je suis honnête. Moi, je suis allée directement et j'ai envie de le revoir. Je ne veux pas me fâcher, je préfère parler et j'ai envie de lui dire, tu vois, moi aujourd'hui, c'est la preuve que moi aussi, je ne me trompais pas. Voilà. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est compliqué, un homme? Qu'en pensez-vous, Caroline? Je pense que vous aussi, vous êtes compliquée, là. Ah, d'accord. Parce que je pense que si vous êtes un tant soit peu honnête avec vous-même, vous ne voulez pas le revoir uniquement pour la raison que vous donnez. C'est-à-dire, si pour la raison, pour lui dire que, eh bien, lui n'était pas honnête au sens où il me disait qu'il n'avait personne. Oui, mais à quoi bon le revoir pour lui dire ça? Oui. Donc vous attendez autre chose de cette rencontre avec lui? Ce que j'attends de cette rencontre, je n'espère plus grand-chose parce que je me dis qu'une personne quand même ne va pas changer. Mais seulement, je voudrais lui montrer que, tu vois, tu me dis que tu étais sincère, en fin de compte, tu n'y étais pas. Voilà, tout simplement. Oui, mais ça va vous apporter quoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Peut-être pas grand-chose. Je suis peut-être... Que vous allez lui dire que bon, c'est bon, me prends pas pour une imbécile, mais enfin, au bout de 10 ans de relation, vous dites vous-même, Malika, que oui. Cet homme plaît aux femmes, vous le savez, et vous le découvrez pas, qu'il a eu certainement, vous le pensez, des aventures, néanmoins, qu'il revenait vers vous, et après tout, il pouvait être infidèle par le corps, mais vous êtes fidèle par le cœur. Bon, maintenant, cette fois-ci, il a décidé de partir en disant « j'en ai ras-le-bol, je suis d'accord avec vous, c'est un peu juste ». Mais bon, alors, qu'attendez-vous de lui, vous? Vous voulez quoi de cet homme aujourd'hui? Disons qu'il avait dit bien sûr qu'il en avait ras-le-bol, mais quand il m'a dit j'en avais ras-le-bol, c'est quand il est revenu me voir. Non mais d'accord, mais vous me parlez de lui là encore, Malika. Vous, qu'attendez-vous de lui aujourd'hui? Ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'on soit ensemble, qu'on se retrouve ensemble, et que l'on reste ensemble, parce que bon, l'un et l'autre, nous avons quand même un peu plus de 50 ans. Et je trouve que tout ce que nous avons vécu, justement, le pire, je me suis dit que le meilleur était à venir, quoi. Voilà ce que je me disais. Bon, alors finalement, cette histoire avec une femme, est-ce que c'est pas une aventure comme il a pu avoir déjà par le passé? Peut-être. Et est-ce que vous n'en faites pas toute une histoire? Peut-être. Je dis pas que c'est simple, mais visiblement, vous dites que voilà, c'est un homme à femme, vous le saviez, mais qu'il revenait toujours vers vous. Et oui. C'est ce que j'ai pensé aussi. Je me suis dit, peut-être une autre aventure qu'il voulait peut-être me cacher. Bon, si ce n'est que là, il vous a dit, j'en ai ras-le-bol.
il est parti. Alors, il faudrait peut-être savoir un peu de quoi ou qu'est-ce. Mais vous voyez bien que vous voulez pas aller le voir uniquement pour dire me prends pas pour une bille et lui faire une scène. Il est parti, mais il est Donc parti. réfléchissez à ce que vous voulez. Parce qu'après tout, si vous vous revoyez alors qu'il est parti, c'est bien que lui aussi ne tient pas à rompre le lien avec vous. Comment ça, vous voulez dire Oui, parce qu'il pourrait partir au bout de 10 ans et ne pas chercher à vous revoir. Parce que, bon, il était parti au bout de 10 ans, mais sans couper les cheveux en 4, hein. Ouais, il était parti, mais je n'ai pas compris vraiment pourquoi. Et c'est quand on s'est revus qu'il est revenu me voir, et c'est là que j'ai entamé la conversation. J'ai dit, au fait, tu es parti, pourquoi? Oh, j'en avais ras-le-bol. Alors quand je lui ai répondu, moi, c'est moi qui aurais dit, tu devrais en avoir ras-le-bol avec tous tes problèmes. Et j'ai dit, moi, je m'en suis... Non, ça, vous me l'avez déjà dit, Malika. Là, on tourne un petit peu en rond. Mais réfléchissez plutôt à ce que vous voulez, vous. Oui. Oui, moi, et être un peu plus stratégique plutôt que de lui faire une scène. Parce qu'après tout, si vous avez envie encore, et visiblement vous tenez beaucoup à cet homme, vous savez que c'est un homme à femme, vous savez qu'il y a des incartades, de deux choses l'une, soit vous ne le supportez plus cette situation, ça vous blesse trop, ce qui sont bon, et vous décidez de le laisser partir, soit comme vous dites, vous aimeriez malgré tout continuer avec lui, et dans ces cas-là, c'est pas de lui faire une scène et en me disant tu vois, je t'ai pris sur le fait et tout, c'est peut-être à ce moment-là, puisque cet homme cherche des maîtresses, redevenir sa maîtresse. Mais voyez, être plus stratégique que de couper les cheveux en 4 comme vous le faites là en ce moment, parce que je trouve que vous coupez beaucoup les cheveux en 4 à ressasser, mais que ça vous fait pas avancer dans ce que vous voulez, vous, de lui et de cette relation. Réfléchissez plutôt à ça, à mon avis. Bon courage en tout cas. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h sur Europe 1, 1h volée à la nuit. Alors place à vos témoignages au 39 21, à toutes vos réactions, à tous vos commentaires au 7 21 21 code nuit et par courriel sur le site europe1.fr. Et tout de suite, nous accueillons Blandine. Bonsoir Blandine. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas simple pour moi à vivre actuellement. Voilà. Dans une association où j'ai rencontré une dame, au fil des années s'est tissée une amitié. De cette amitié, j'ai connu sa famille, donc ses enfants, son mari. Oui. Et puis j'ai connu un peu sa vie. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout entre eux. Je l'ai beaucoup aidé parce que c'est un peu le thème de cette association, des démarches de l'aide à l'autre dans une communauté différente de la mienne, des démarches d'ordre social, de papier, etc., dans laquelle je me suis beaucoup investie, où j'ai de lourdes responsabilités. Elle est partie en vacances tout en ayant posé une procédure de divorce, et ça, je l'ignorais complètement. Alors qu'il y a 2 ans, elle m'avait dit je veux divorcer, et elle ne l'avait pas fait, pour des raisons que je ne connais pas, mais qui ne me regardent pas à mon sens. Et pendant cette période d'été, nous nous sommes rapprochés, et une liaison a démarré avec ce monsieur. Donc ça a chamboulé toute ma culpabilité, enfin toutes mes valeurs personnelles, et je suis en pleine culpabilité par rapport à cette relation, par rapport à cette femme dont j'avais choisi il y a quelques semaines avant l'été de m'éloigner parce que je m'étais rendu compte que en fait elle briguait ma place au sein de l'association et elle était plus là à mes côtés, non pas par amitié mais plus par intérêt. Donc je suis très embarrassée avec cette histoire et pour moi c'est très très compliqué et très lourd à gérer.
Vous vous en êtes rendu compte qu'elle briguait votre place avant Oui, la avant. liaison? Avant. D'accord. Et la liaison avec cet homme continue? Oui, elle continue et puis de toute façon, il va partir. Puisque une procédure de divorce est réellement enclenchée. Avec elle? Oui. Là, toutes les démarches sont enclenchées pour que il parte et il se sépare, quoi. C'est ce qu'il vous dit? Il y a plusieurs enfants. Moi, j'ai un enfant également de mon côté et je suis seule. Donc, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là? Quelle est votre question par rapport à moi? C'est cette question de culpabilité? C'est de savoir un petit peu pourquoi cet homme s'est rapproché de moi et m'a avoué ses sentiments en me disant que ça faisait 2 ans qu'il m'attendait, qu'il m'avait observé et moi je n'avais rien vu. Et puis comment m'aider à me libérer de cette culpabilité parce que moi c'est contre mes valeurs personnelles d'agir de cette façon-là au sein d'un couple, même s'il est en train de se désunir. Je n'aurais jamais imaginé commencer quelque chose à l'envers, c'est-à-dire que il aurait fallu que ce soit réellement effectif, que la séparation soit effective, et j'ai commencé avant, quoi. Donc je culpabilise énormément, et puis je me dis, à force de culpabiliser, je vais finir par nuire dans cette pas nuire dans cette relation, mais être négative, et lui va le ressentir, et finalement ça finira peut-être par pas une rupture, mais au moins un éloignement, et j'ai très peur de ça. J'en ai pas envie, et lui, je sens que je suis un réel soutien pour lui dans cette épreuve, donc je ne sais pas si ça continuera. On ne sait jamais dans une relation si ça peut continuer ou pas. Moi, j'ai un lourd passé avec le père de mon enfant où ça s'est très très mal fini, donc pour moi, tout ça est bien compliqué. Et puis j'ai très peur aussi de sa réaction à elle quand elle va apprendre qu'il s'agit de moi et de personne d'autre avec qui il est. Oui, mais si je comprends bien, de toute façon, ce couple connaissait de grosses difficultés, puisque s'il entreprend une démarche de séparation, de divorce, oui, ce n'est pas parce que vous êtes arrivé dans sa vie. Tout à fait. Mais c'était avant même que vous arriviez dans sa vie. Tout à fait. J'étais autour d'eux, enfin surtout plus avec elle sur un plan amical. Bon, là, elle vous parlait de ses difficultés avec son mari? Elle m'en a parlé par le passé, elle ne m'en parlait plus depuis 6 mois, donc je pensais que c'était quelque chose qui était, on va dire, rentré dans l'ordre. Peut-être s'était-elle aperçue de quelque chose. Comment? Peut-être s'était-elle aperçue de quelque chose. Il lui avait dit, sans que moi je sois au courant, que j'étais une de ses amies qui était les plus sympathiques et dignes de confiance. Voilà, ce qui explique du coup qu'elle ait moins envie de se confier à vous. Elle vous regardait peut-être d'un autre œil à ce moment-là. C'est elle qui m'a rapporté à plusieurs reprises des propos de son mari. Oui, elle aurait pu ne pas le faire, hein, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc si elle avait vraiment été... ce qui était une preuve de confiance d'ailleurs de vous en parler. Je ne sais pas, parce que je me suis beaucoup posé de questions par rapport à ses propos, sachant que moi j'étais seule et elle le savait très bien. Oui, mais on voit bien toute l'ambivalence qu'il y a dans votre relation avec cette femme. Tout à fait. Que vous décrivez au départ comme une femme que vous estimez beaucoup, que vous aimez beaucoup, que vous voulez aider. Oui. Et puis finalement, vous dites, vous associez les deux éléments. Vous nous les avez présentés comme tels, hein, c'est-à-dire au moment où vous avez une liaison avec son mari, finalement, elle, parallèlement, briguait votre place. Enfin, bon, on se rend compte que finalement, la relation était loin d'être claire. Tout à fait. Il y avait énormément d'ambivalence. Hein. Oui. Bon, d'où votre culpabilité, parce que la culpabilité, c'est finalement quand on éprouve parfois des sentiments teintés un peu d'hostilité à l'égard d'une certaine personne et qu'on culpabilise à l'égard de cela. Oui, mais en même temps, moi je ne savais pas
C'est pas seulement le fait qu'elle ait été votre amie, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Parce qu'on pourrait dire, ben oui, c'est normal que vous culpabilisiez, cette femme a été votre amie, et puis aujourd'hui, entre guillemets, vous lui ravissez son mari. Oui. Mais la culpabilité, c'est aussi quand on a des sentiments plus agressifs à l'égard d'une personne, même s'ils ne sont pas exprimés, et que surtout quand ils ne sont pas exprimés d'ailleurs, sinon bon, et que bien on s'en veut de ça. D'autant plus qu'ils ne sont pas verbalisés. Non. Donc il y avait quand même, vous voyez, il y a quelque chose d'assez trouble. Oui. Donc. C'est ce que dit le subversif d'ailleurs. Elle prend votre place comme vous prenez la sienne. Hein. Votre rapport en miroir vous oppose votre trouble reflet. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, c'est vrai. Mais je vous dis que c'est pas étonnant qu'il y ait de la culpabilité. Pour vous, ça vous surprend pas? Non. Non, mais dans les faits, vous dites bon, c'est pas dans vos valeurs, et en même temps, il y a quelque chose d'un. Alors après, ça serait analysé peut-être plus en profondeur, mais j'ai enclenché cette démarche parce que c'était trop lourd pour moi à porter seule. Oui, parce que vous l'aviez remarqué. Cet homme, vous avez remarqué depuis 2 ans. Est-ce que vous les côtoyez? Vous parlez beaucoup d'elle. Est-ce que lui, avez attiré votre attention? Est-ce que vous le trouviez séduisant? Je le trouvais très sympathique. C'est différent. Mais très en retrait. Et puis, pour moi, c'était, quand j'y pense, c'était hors de mes possibilités de pouvoir l'atteindre autrement qu'en ami, et uniquement en ami. Il était inenvisageable d'envisager quelque chose avec lui puisqu'il était en couple avec cette femme. Il vous paraissait intouchable. Tout à fait. Et je me disais, c'est bizarre, cet homme est toujours en retrait. Quand je le vois, il fait très effacé, etc. Mais quand il parle, ses propos sont toujours très directs et très percutants. Quand il parlait peu, mais quand il parlait, c'était toujours très percutant. Donc c'était une séduction plus d'ordre intellectuel. Oui. Mais vous savez que parfois, au fond, avoir une liaison avec le mari, c'est se rapprocher de la femme aussi, hein. Oui. Mais en même temps, paradoxalement, vous voyez, il y a des femmes, alors qu'on considère comme ça en disant comment elles ont pu faire ça à une femme dont elles étaient proches, mais c'est aussi c'est très complexe parce que parfois le mari est au fond un peu un instrument. Se rapprocher de la femme, pas d'un point de vue homosexuel, hein, d'ailleurs, pas assez. Ça peut parfois, mais pas seulement. C'est être plus proche de la femme. Donc, être plus proche de la femme, c'est aussi posséder l'objet qu'elle désire, l'objet entre guillemets. Hein, c'est pas. Mais donc le mari ou le compagnon. D'accord. Et ma question aussi, enfin mon questionnement, c'était pourquoi lui m'a choisi en quelque part comme objet d'amour, puisque j'étais à la base l'amie de sa femme. Lui seul pourrait le dire. Ouais. C'est assez fréquent aussi, hein. Ouais. Mais ça me pose question et j'arrive pas à avoir la réponse. C'est assez fréquent, mais bon, vous étiez, il vous a vu de fait assez souvent, j'imagine. Oui, tout à fait. Vous étiez donc une présence assez familière. Oui. Pas trop. Il y avait un interdit. D'une certaine façon. Oui, mais du sien aussi, vous étiez l'ami de la femme, et vous savez qu'il n'y a rien de plus excitant que les interdits. Mais oui. Que de lever la transgression, hein. Le désir se nourrit constamment de transgression, hein. Ouais. Donc c'est ce qu'il faut voir dans ces histoires-là, c'est si le désir perdure une fois que la transgression n'a plus lieu d'être, enfin, que la transgression est levée. C'est toujours ce qu'il y a lieu de voir. Vous êtes, cette liaison dure depuis combien de temps? Depuis début juillet. Oui, c'est très récent. Oui. Bon, vous êtes libre? Oui. Bon, écoutez, vous êtes libre. Lui, dans l'histoire, c'est plus lui qui aurait à réfléchir à la limite que vous, hein. Oui. Parce que vous, écoutez,
vous avez une histoire qui se présente que vous pouvez vivre après tout. Oui, mais j'essaye de la vivre au jour le jour, mais ça n'est pas toujours facile. Vous dites cette femme, si je retiens bien, avant même, parce que si elle avait appris la liaison que vous aviez avec son mari, qu'après elle cherche à briguer votre place, c'était de bonne guerre, hein. Elle se vengeait avec d'autres armes, bon. Mais vous dites que avant même cela, elle a cherché à prendre votre place au sein de cette association. Oui. Donc, vous voyez, il y avait quand même certainement beaucoup d'admiration aussi. Oui, il y a une certaine fascination de sa part. Ah, mais certainement, elle voulait être à votre place. Ah, elle aurait bien aimé, et elle le sera peut-être un jour. Bon, donc il y avait certainement beaucoup de, vous le dites, de fascination, d'envie, Oui. et en même temps, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu. Elle aussi, elle avait envie d'être proche de vous, d'être comme vous. Hein. C'est ça. Oui. Il y a toujours de l'ambivalence dans les relations humaines. Oui, elle avait beaucoup envie de me ressembler. Et même d'être au-dessus de moi, meilleure que moi. Je sens parfois beaucoup de colère. Ben oui. Parce que je suis amenée de temps en temps à la voir. J'ai mis de la distance, mais parfois je sens dans le ton de sa voix beaucoup de colère, beaucoup de révolte. Ça se comprend. Elle sûrement vit une par rapport à situation... ce qu'elle vit et sûrement évidemment. Donc évidemment, et puis c'est toujours compliqué de, d'être, trompé. Déjà, c'est dur, douloureux, hein. mais en plus, par quelqu'un que l'on connaît bien, qui a fait figure d'ami, donc à qui on a pu se confier. Tout à fait. Hein, un ami, c'est quelqu'un à qui on se confie, à qui on confie ses fragilités, à qui on a pu confier ses difficultés dans son couple, et se dire au fond, cette personne qui croyait, j'étais là pour m'écouter, me soutenir, utiliser cela, s'en servir pour elle-même, pour ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Vous voyez, c'était pas votre cas. Pas du tout. Mais après coup, on refait l'histoire. Et elle, peut le penser. Bien sûr. Et c'est normal qu'elle le pense. Vous voyez, sur le moment. D'où ce qui peut expliquer sa colère. On a le sentiment vraiment d'une double trahison. Oui, parce que je sens bien que lui en ce moment est très distant avec elle et que c'est chacun dans son coin dans la maison et point barre en attendant l'autorisation de partir, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est difficile et puis moi je me trouve au milieu de tout ça et des fois je perds un peu pied, quoi. J'essaye de ne pas être au milieu, mais forcément... Non, laissez-le face à sa décision, parce que c'est pour ça que je vous demandais la question. Est-ce qu'il a mis en place, est-ce qu'il a dit, ça y est, je divorce depuis qu'il vous a rencontré? Ce qui serait effectivement lourd pour vous, parce qu'il vous fait porter presque la responsabilité. Bon, dans les faits, c'est lui qui décide. Mais c'est lourd à assumer, c'est-à-dire même l'issue de votre relation, en disant, après, il aurait beau jeu de vous dire, voilà, j'ai divorcé à cause... entre guillemets de toi et puis ça n'a pas marché ou bon. Là, il avait mis en place tout ça avant, c'était un couple qui n'allait plus, vous n'arrivez pas au sein d'un couple qui allait bien et puis vous avez mis tout en l'air. Hein. C'est elle qui avait mis en place la démarche. C'est elle qui avait mis en place, d'accord. Ouais. Oui, mais enfin, c'est que ça n'allait pas. De toute façon, oui. Ça n'allait pas. Vous n'êtes pas responsable du naufrage de ce couple. Non. C'est quand même. Et comme le dit Brigitte, là, qui envoie un petit message au 7 21 21, elle dit pourquoi ne pas assumer la réalité de vos sentiments? Vous ne les choisissez pas. Ah, mais complètement. Mais, bon, voilà. Mais parfois, c'est difficile. Bien sûr, la culpabilité est toujours difficile à vivre, mais bon, en même temps, c'est compliqué, mais il y avait aussi beaucoup d'ambivalence dans cette relation. Ouais, c'est ce qu'il faut vous dire. Le poids de mon éducation qui fait que non, on ne touche pas à ce genre de choses, on ne fait pas ce genre de choses, on ne fait pas ce genre de peine, on n'est pas soi-même l'instigateur de... Oui, mais ce couple allait mal. Hein. D'accord. Ce couple allait mal déjà. Ouais. C'est pas vous qui avez mis la pagaille. Hein. Ouais, parce que
Mais c'est une position difficile parce que vous avez été dans l'intimité du couple. Donc je comprends que ça soit difficile à vivre pour vous. Oui. Bon, en même temps, la responsabilité, elle relève, s'il y a quelqu'un qui aussi doit se poser des questions, c'est votre ami. Enfin, votre ami, cet homme, hein. Bon. Après, alors pourquoi, comment, après l'attirance, on ne décide pas. C'est comme ça aussi. Il y a des choses dont on ne peut pas tout expliquer. Ouais, l'attirance, c'est des traits de caractère qui chez moi lui ont convenu. Ben voilà. Il a dit tu es l'inverse de ce qu'elle est. Donc voilà, hein, tout était dit et je sens bien qu'il est apaisé à mes côtés. Ce qui n'est plus le cas avec elle. Voilà. Il vous répond. Oui. Il a appris à vous connaître. Oui, au fur et à mesure du coin de l'œil, du coin de... Voilà, mais c'est ça, oui. C'était vous étiez une présence familière. Tout à fait. Voilà. Donc il va falloir faire avec, Blandine. Oui. Oui. Merci en tout cas de votre confiance. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Et des petites réactions pour Blandine, Annie, qui dit on tombe amoureux malgré soi, et souvent dans son entourage. Et puis à propos de l'envie et de la jalousie des places qu'on aimerait prendre, comme ça, il y a Georges qui me dit, moi par exemple, j'aimerais bien prendre la place de Fifi en régie. Vous pensez que c'est possible, Caroline? Écoutez, mon cher Georges, pourquoi pas? Alors, il faut envoyer un CV, voilà. On va accueillir maintenant Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir, et je suis très contente d'être à votre antenne. Je vous écoute tous les soirs. Ah merci beaucoup. Voilà. Moi, je vais vous parler d'un problème qui me hante très souvent. J'ai eu 4 enfants et j'ai eu un mari qui a été étudiant jusqu'à 39 ans. Il a fait des études de médecine et il nous a vraiment martyrisés tous. Il faisait du vaudou et avec ce qu'il faisait, il avait un comportement pas du tout normal avec nous, quoi. Il battait mes enfants, il me battait moi. Et c'est surtout ma fille de 43 ans qui a beaucoup de séquelles. Mais il était... alors, il a fait déjà pardonnez-moi de vous interrompre, Laura. Il a fait des études de médecine. Il est allé au bout de ses études de médecine? Il exerçait? Il a été au bout de ses études de médecine, mais voyez-vous, il avait des croyances et il pensait qu'il ne pourrait pas y arriver tout seul. Donc, il a été en Haïti. Il n'était pas originaire de ce pays-là? Oui. Il n'était pas originaire de ce pays-là? Non, il est originaire de la Guadeloupe. D'accord. Voilà. Et quand il revenait de ces pays-là, d'ailleurs, moi j'étais seule à travailler avec mes enfants, et quand il revenait de ces pays-là, ça coûtait énormément cher. Et il revenait toujours avec un comportement encore plus lamentable que les autres fois, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si vos auditeurs et si vous-même vous connaissez un peu le vaudou. J'en ai entendu parler. Ce sont des gens qui se transforment même physiquement dans leur prière, dans leur messe noire, etc. Il y a les états de transe. Des états de transe. Et on ne les reconnaît plus. Moi, quand mon mari faisait ça chez moi, heureusement il le faisait quand mes enfants étaient à l'école, mais c'était, je ne le reconnaissais plus du tout. Et d'ailleurs, un jour, il est revenu de là et il m'avait demandé d'aller le chercher à Orly. J'avais été le chercher et il voulait pas que je le touche. Et puis il me disait, pour un médecin, je vais vous dire, c'est très très étonnant, mais il me disait. Ne me touche pas, je suis maintenant dans l'âme d'un tonton Macoum, ou vous voyez, des choses comme ça. Ouais, en plus, si c'était pas, je veux dire, c'est pas n'importe quel, on parle pas de réincarnation dans le vaudou, je sais pas, enfin, il s'était pas choisi n'importe qui, hein. Non, il s'était pas choisi n'importe qui. Puis après, il s'est fait prêtre vaudou, grand prêtre vaudou. Donc, et il exerçait la médecine, il avait une plaque. Il avait une plaque.
Il avait une Médecine plaque, générale? Ses clients s'en plaignaient pas du tout. Au contraire, ses clients, il parlait pas de ça dans sa clientèle. Ah oui, d'accord. Il ne le faisait Non, pas il n'en parlait dans. pas du D'accord. tout. Mais ses clients étaient, moi quand je les rencontrais, les clients, ils étaient super contents de lui. Et qu'est-ce que vous avez un bon mari, et qu'est-ce qu'il est gentil. Et il avait double face. D'accord. Et ma fille qui a 43 ans maintenant m'a avoué il y a à peu près 6 ans qu'il l'avait violée. Moi, je n'étais pas toujours là parce que d'abord j'étais seule à travailler et lui, il n'a jamais voulu faire aucun travail pendant ses études. Ça a duré jusqu'à 39 ans. Et je me rendais bien compte, de toute façon, il le faisait devant moi et il nous battait tous, quoi. Et je sais plus où j'en suis. Mais vous aviez peur de lui? Oh, énormément peur. Oui. Moi, j'ai déjà eu une très mauvaise enfance. J'ai quitté mes parents à 15 ans et je suis tombée sur lui. Je me suis mariée à 18 ans et je n'avais pas de repère, aucun repère, puisque nos parents, on était 3 et nos parents s'occupaient pas de nous, en fait. Et quand j'ai trouvé cet homme, j'avais 18 ans. Pour moi, c'était le paradis, quoi. Voilà. Et après, il a voulu il m'a dit, il m'a proposé de faire des études. Et moi, quand il m'a proposé de faire des études, je me suis dit, bon, pour les enfants, ça sera très bien, on aura une bonne situation. Et j'ai dit oui. J'ai travaillé jusqu'à temps qu'il ait 39 ans, quoi. Et quand il a eu 39 ans, j'en pouvais vraiment plus. Je suis partie. Mais j'avais très très peur de lui. Et à cette époque-là, on n'avait pas d'assistante sociale comme maintenant. On n'avait pas de foyer maternel pour partir. Et les gendarmes ou les policiers se moquaient à peu près de nous, se moquaient de nous. J'ai pu m'en sortir qu'après 18 ans de mariage, quoi. Voilà. Oui, puis ça devait être compliqué parce que il avait quand même, c'était une personnalité respectable. Il était médecin. Et puis il avait une double personnalité, c'est-à-dire très apprécié de ses patients. Il était apprécié de tout le monde. Oui, mais je vous crois. Moi, je ne pouvais rien dire. C'est pour ça que je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais rien dit à personne parce que ça lui aurait fait du tort dans son travail. Et en plus, les gens ne m'auraient pas cru. Il n'y a eu aucun dérapage dans sa pratique. Aucun dérapage dans sa pratique. Ou en tout cas, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé, il n'y en a eu aucun. Sauf que moi, j'avais 18 ans et j'ai ma fille aînée qui était née 1 an après. Et bon, moi, comme je n'avais pas du tout, si vous voulez, j'étais pas éduquée, j'avais pas de repère. Il me disait, il vérifiait les enfants, il vérifiait les enfants, il leur faisait leur cutie, il leur faisait ci et ça. Il voulait les voir tout nus. Bon, moi, j'y voyais pas trop d'inconvénients vu qu'il était médecin, voilà. Mais il avait une légitimité d'autant plus grande. Bon, déjà, c'était leur père, et puis en tant que médecin, il pouvait. Et puis en tant que médecin. Oui. Et moi, une fois, je l'ai vu prendre du sang sur mes enfants, prélever du sang sur mes enfants. Pas beaucoup, mais il me disait que c'était pour analyser ou pour je ne sais quoi, vous voyez. Et on en avait tous peur. Oui, parce qu'il les amenait pas, il amenait pas au laboratoire. Enfin. Ah, pas du tout. Maintenant, je me rends compte que c'était un grand malade. C'était un grand malade, mais il a réussi sa médecine. Il a eu une très bonne clientèle. Mais c'est aussi pour vous dire que il y a pas. Oui, parce que bon, même si c'est pauvres d'Haïtiens que ça se passe, quoi. Voilà. Et donc ma fille qui a 43 ans, elle ne s'en sort plus, elle s'en est jamais sortie. Elle m'en a énormément voulu. Quand je suis partie, elle m'a dit, elle avait juste son bac, elle m'a dit, je fais une fugue si tu t'en vas pas. Et effectivement, j'ai pas voulu qu'elle fasse une fugue et je suis partie. Voilà. Et ma fille qui a 44 ans, là, donc, qui est infirmière et qui fait même infirmière psychiatrique, c'est pour vous dire. Ah oui. C'est pour vous dire les relations, la coordination et tout le bazar. Bon, déjà, elle a
Enfin, professionnellement, elle a fait des études, elle a fait des études, elle aurait pu être médecin, parce que elle a passé son bac très très jeune, médecin, à 15 ans. C'était être comme son père. Le proviseur, on était en banlieue et le proviseur l'avait mis dans une grande école à Louis-le-Grand. Vous voyez, ça se faisait pas à cette époque-là. Et elle aurait pu faire d'énormes études, mais vu le contexte de la famille, elle n'a pas pu. Elle s'est fait infirmière et ensuite psychiatrique. Et elle a fait de la formation d'infirmière aussi. C'est pas alors pour vous dire. On comprend que c'est fortement conditionné par l'histoire qu'elle a eue. Ah oui. Elle s'est mariée aussi avec un médecin qui l'a fait souffrir aussi. Et tout a recommencé, quoi. Et Stéphanie, pour parler d'elle, elle a vraiment une vie épouvantable. Elle est très stressée. Et alors, ça lui remonte toujours. Et moi, je l'ai su que très tard qu'elle s'était fait violer. Elle me l'a dit il y a 10 ans à peine, vous voyez. Oui. Et dans quel contexte vous l'a-t-elle dit? Qu'est-ce qui... Eh bien, elle me l'a dit parce que, figurez-vous, je lui ai envoyé des fleurs pour son anniversaire et je l'ai retrouvée 2 jours après devant mon portail. Elle en voulait pas. Alors j'ai écrit plusieurs fois, je lui ai expliqué plusieurs fois et un jour elle a décidé de me voir. Donc on s'est vu dans un café. Je lui ai expliqué que la vie était dure, mais elle s'en était déjà rendue compte. Mais elle me disait que j'avais vraiment ma part de faute, parce que d'après elle, mon père était fou et que je ne voyais pas qu'il était fou. Voilà. Et elle dit, votre père, je ne lui en veux pas parce qu'il est complètement fou. Mais toi, je t'en veux parce que toi, tu es resté, quoi. Voilà, tu es resté dans cette ambiance. Voilà. Elle vous demandait pourquoi vous n'étiez pas partie. Voilà. Pourquoi j'étais pas partie plus tôt, et c'est elle qui m'a dit maman, si tu t'en vas pas maintenant, je fais une fugue. Donc je suis partie ce jour-là et mon 4e enfant était à la clinique. Je suis sortie le 2e jour de la clinique avec mon 4e enfant et je ne suis plus jamais revenue dans cette maison, quoi. Mais aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que ma fille, je l'ai invitée au mois d'août l'année dernière chez moi. J'habite en Bretagne et les 3 premiers jours, ça s'est très bien passé. Je me suis dit, mon Dieu, c'est fini. Je pense que c'est fini. Alors, je lui ai fait son anniversaire. Elle est née le 6 août. Et le lendemain, elle m'a fait une scène pas possible. Elle m'a fait une scène en me disant, si tu crois que c'est en me faisant un gâteau, si tu crois que c'est en me fêtant mon anniversaire, si tu crois tout ça, mais j'ai rien oublié. T'es pas ma mère. Je veux plus te voir. Je sais pas pourquoi je suis venue ici. Et il y avait mes petits-enfants avec elle quand elle a dit tout ça. Il y avait mes petits-enfants. J'ai 4 petits-enfants avec elle. Et elle est partie comme ça. Et vous savez, c'est par moments, j'ai vraiment, ça me monte, mais ça me tue, quoi. Ça me tue. Parce que c'est vrai que j'aurais pu nous libérer plus tôt. Mais c'était pas le même contexte qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui ça s'était passé, je serais pas là, je serais pas restée une semaine, comprenez? Ben oui, bien sûr. Non, mais je comprends votre point de vue et en même temps, votre fille est très en souffrance. Oui. Et a besoin de dire sa souffrance. Semble-t-il, elle ne peut pas la dire à son père. Ah non, elle veut pas le voir. Il est en Guadeloupe, son père, et elle veut pas le voir. Mes autres enfants ont été le voir. Voilà, donc vous êtes là. Donc c'est à vous qu'elle jette, littéralement. C'est moi qui paye tout. Toute sa douleur, voilà, parce que vous êtes présente et que elle peut vous dire toute sa peine, toute sa douleur, toute sa colère aussi. Oui. Et elle a besoin d'en passer par là, puisque jusque-là, elle n'avait pas pu en parler. Mais depuis 1 an qu'elle est venue, je n'ai plus aucune nouvelle. Oui. J'envoie des courriers à mes petits-enfants pour leur anniversaire, je n'ai jamais de réponse. Elle a des enfants, hein, c'est les 4 petits-enfants, ce sont les siens. Ce sont les siens, mais
elle est un peu dure aussi avec ses enfants. Bon, ça, écoutez, ça c'est Elle est un peu c'est dure autre avec ses chose, enfants, comment parce- elle se comporte en tant que mère. Mais est-ce que vous savez si elle ne vous a pas dit si elle a pu en parler ailleurs, parce que si elle fait un travail, si elle est suivie. Elle m'a dit qu'elle avait commencé. Je ne sais pas si elle a fini. Mais en plus, moi, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais travailler en psychiatrie, je pense pas que ça arrange les choses. Ça dépend, parce que ça peut être pour elle une façon. Bien sûr qu'elle est confrontée à beaucoup de souffrances, mais elle est. On prend en compte cette souffrance psychique. Elle est dans un univers où justement on essaie de donner du sens à ce que les gens nomment encore communément la folie. Or elle a été baignée très tôt, toute petite, confrontée à la folie de son père, Oui, et qui n'avait aucun sens pour elle à ce moment-là. Non, qui n'avait aucun sens. Folie qui engendrait de la violence, qui engendrait malheureusement ces abus sexuels. Donc travailler dans cet univers et donner du sens, mettre des mots, comprendre que derrière ce terme comme ça très vaste et finalement très flou, la folie, eh bien il y a de la souffrance, il y a des noms, il y a des maladies, il y a des raisons, des explications, ça a pu l'aider. Maintenant, bien sûr qu'il y a certaines situations qui peuvent aussi la fragiliser, mais c'est aussi la mettre au contact de personnes, donc elle-même faisant partie d'équipes soignantes, de thérapeutes qui disent qu'on peut mettre des mots sur sa souffrance, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut en faire quelque chose, donc on peut penser qu'elle est à même de faire un travail sur elle-même, et peut-être qu'elle avait besoin, et que ça fait partie d'une étape de sa guérison intérieure, de vous dire les choses, même si pour vous c'est compliqué évidemment de les prendre avec violence, mais elle ne fait qu'exprimer la violence qu'elle a vécue enfant, et que c'est nécessaire peut-être d'en passer par une période de rupture pour revenir vers vous. Je sais pas. Vous voyez, c'est ça mon doute. Je me demande si un jour elle reviendra vers moi, parce qu'après tout ce qu'elle m'a dit, c'est possible. Si, je pense. Je pense, vous savez, ça doit être d'autant plus douloureux pour elle de penser que, d'ailleurs, elle ne vous rend pas responsable. Elle ne dit pas que vous étiez au courant et que vous n'avez rien fait. Elle dit simplement, elle vous reproche votre passivité, c'est-à-dire que vous l'avez laissé, vous n'êtes pas vous-même intervenu. Non, j'étais voilà, pas. vous les avez laissés dans vous d'ailleurs, vous subissiez, et les enfants dans cet univers de violence. Oui, mais c'est sûr que ça serait au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'assurance et ça n'aurait pas duré. Mais en plus, vous voyez, moi, j'avais pas fait d'études à part le brevet, et lui, il avait déjà un cursus beaucoup plus supérieur, quoi. Et moi, je pensais que je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un de si intelligent pouvait faire des choses pareilles, quoi. Je comprenais pas. Oui, il y avait. Ben oui, parce que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. On peut être intelligent, avoir fait des études et être très perturbé psychiquement. Oui, ce qui visiblement est le cas de cet homme qui, au-delà du culte vaudou, parce que ça c'est pratiqué dans certaines cultures et notamment par rapport aux Antilles, mais ça n'a rien à voir. Si vous voulez, là visiblement il y avait des troubles profonds de la personnalité chez votre ex-mari. Bon, ça n'a rien à voir avec son intelligence. Mais bon, peut-être que votre fille, il faut essayer de, déjà respecter son silence, mais peut-être lui mettre, je sais pas, lui mettre une petite lettre, quand même continuer à lui écrire à son anniversaire, lui mettre un petit mot gentil, vous savez, et vous dire que vous savez qu'elle a beaucoup souffert et
et que Je l'ai fait tous les ans je l'ai fait, mais cette année je l'ai pas fait, vous voyez. Je l'ai pas fait cette année. Je l'ai pas fait. ne lâchez pas, parce qu'il faut pas qu'elle se sente abandonnée. Dire Oui. que vous savez qu'à ce moment-là, effectivement, vous n'avez pas pu la protéger comme vous auriez dû le faire, mais que sans chercher à vous, parce que là j'entends bien moi j'entends toutes vos raisons. Elle peut pas les entendre. Elle est trop dans sa souffrance. Oui, Donc il sais. s'agit pas auprès d'elle de chercher à vous justifier. Mais non, Il mais sera je me temps suis- quand elle remarquez, aura je un l'avais- peu dépassé sa douleur. Mais pour le moment, dire, vous savez qu'elle a beaucoup souffert et que vous vous en voulez beaucoup. Et qu'elle De souffre. n'avoir pas su à ce moment-là, pas pu la protéger. Et que c'est vrai que oui, vous auriez dû, mais que le contexte était différent et que vous n'avez pas pu. Vous vous en tenez là. Mais dire que vraiment aujourd'hui, vous voyez, mais vraiment, sans trop rentrer dans l'histoire, mais toujours d'un mot affectueux, gentil, qu'elle se sente pas lâchée. Oui. Même si elle vous appelle pas, Jamais. quand même. Non, mais ça veut pas dire que le lien est définitivement coupé. Je crois que ça correspond à un moment de sa vie où, comme elle a exprimé de l'agressivité, et je crois que ça correspond à un tournant pour elle, elle avait besoin de dire cela, de mettre peut-être une certaine distance vis-à-vis de vous, mais à mon avis, elle reviendra vers vous, hein. Oui, parce que Mais j'ai elle été étonnée elle parce avait besoin de cela pour grandir, pour se détacher. Je l'avais pas vue depuis X années et elle avait accepté de venir l'année dernière, vous voyez. Oui, non, je crois que ça correspond à un moment de son évolution qui était nécessaire. Je crois qu'il faut le vivre, plutôt le considérer comme ça, Laura. Vraiment. Ah, merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Olivier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ah. Je vous appelle à propos de Monica qui est passée tout à l'heure là. Alors Malika, oui, qui est passée en tout début d'émission et Oui. qui se posait des questions sur sa relation de tout à couple. fait. Oui. Et j'étais passé à l'antenne il y a quelques temps de ça, je sais pas si vous vous rappelez de moi, j'avais rendez-vous avec une fille que j'avais rencontrée à une fête, j'étais comme barman, je sais pas si vous vous rappelez de moi. Attendez, il faudrait que vous m'en disiez un petit peu plus. Vous étiez Et c'est une fille que je devais rencontrer le lendemain, enfin bref. Et par rapport à Monica, je trouve que elle perd son temps avec cette personne-là. avec cet homme avec qui elle était depuis 10 ans. Pardon ? Cet homme avec qui elle était depuis 10 ans Oui, c'est ça, ouais. Je sais pas, moi. et qui est assez un homme à femme, apparemment. Ouais, je pense, oui. ouais. Oui. Je pense, ouais. Donc. Vous pensez qu'elle perd son temps? Ah ouais. Moi, je pense que voilà. Je sais pas qu'elle s'accroche à cette personne-là. Et j'avais eu tout à l'heure un de nos collaborateurs, puis je pensais l'avoir au téléphone. Je sais pas si. Ah, vous auriez aimé discuter avec elle? Ouais. Oui. Mais parce que j'ai eu un peu les mêmes cas pareil aussi, puis donc je me retrouvais un petit peu dans ce qu'elle disait. Et moi je sais pas, je comprends pas les gens qui. Moi je suis arrivé à un stade où je me dis je perds plus mon temps comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est fini. Faut pas faire trop à rien de s'accrocher comme ça. Bon. Mais la fille que vous deviez rencontrer le lendemain, c'était pas quelqu'un que vous aviez rencontré dans une soirée, Elle prenait un verre, elle était accompagnée. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, ça me revient maintenant. Elle était accompagnée et puis vous vous êtes dit, mais en même temps, elle vous avait donné son numéro. Voilà, nos regards sont croisés, puis. Oui, je me souviens de vous. Voilà. Mais vous m'aviez appelé pour me demander. Je vous avais dit, si vous voulez peut-être
pourquoi Bah, pas une finalement- aventure. Mais vous, à ce moment-là, vous me disiez que vous cherchiez plutôt quelque chose de stable et de tout à fait, et ouais, on a de fait ça. un peu d'apaisé. Alors je disais Ouais. bon, on ne sait pas. En même temps, elle peut être avec cet homme. Elle vous disiez qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, qu'elle était avec cet homme, mais que tout en étant avec cet homme, elle vous avait fait clairement des avances puisqu'elle vous avait donné ce tout à fait, numéro et bon, donc vous partiez dans quelque chose d'emblée d'un peu complexe. Ouais. Donc vous n'y étiez pas allé le lendemain. Non, elle m'a rappelé, puis finalement, je suis pas allé parce que je me suis dit, bon, c'est pas la peine d'aller. Ah, elle vous avait relancé, hein. Elle m'avait relancé, puis bon, du coup, comme vous venez de dire, je cherche plutôt quelque chose de stable. Donc c'est pas, là, je me voyais un peu mal engagé, donc c'est pas. Ouais. J'ai pas eu le rendez-vous du coup. Et par rapport à Malika, tout à l'heure, je sais pas, je pense qu'elle a un petit ras-le-bol des hommes, et puis je sais pas. Oui, moi, elle était un peu, elle a perdu un peu ses illusions, Malika, là. Ouais, oui. tout à fait. Oui. Et moi, je sais pas, moi, de mon point de vue, moi, je pense que, voilà, bon, c'est un homme à femme, comme vous disiez tout à l'heure, hein, et puis bon, je crois qu'il faut pas trop s'accrocher, quoi. Bon, bah écoutez, moi je sais pas si Malika est à l'écoute. En même temps, c'est vrai qu'elle était quand même depuis 10 ans avec lui. Alors bon, c'est pas parce qu'on est depuis 10 ans avec quelqu'un qu'il faut à tout prix continuer la relation si on n'est pas heureuse ou heureux dans cette relation, hein. C'est. Ouais, je pense, elle semblait triste et puis un peu perdue, je crois. Oui. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir pris la peine d'intervenir comme ça dans l'émission, Olivier. Et puis alors à bientôt peut-être. Hein. D'accord, merci bien. Bonne au soirée. revoir, au revoir. Au revoir. Et puis des réactions qui arrivent pour Laura. Il y a Jean-Marie qui dit: vous êtes le bouc émissaire entre votre mari malade et le rejet de votre fille suite à ses souffrances. Patientez, elle reviendra. Il y a quelqu'un qui dit: quelle histoire très difficile, le passé étant le passé, Laura ne refera malheureusement pas l'histoire. En revanche, elle doit aujourd'hui reconstruire sa relation avec sa fille et profiter un peu de la vie, courage et amitié. Coco qui dit: je ne pense pas que votre fille soit perdue pour vous, mais il lui reste à intégrer que vous ne pouviez pas réagir à ce moment-là. Voilà, et puis un joli message qui est arrivé, il faut que je retrouve là, de Clara, qui dit: vous murmurez à l'oreille de la nuit, sous la lune miroitent les blessures, bruissent les secrets, au chaud d'une écoute collective bienveillante, des cœurs brisent le silence. Bien jolie plume, ma chère Clara. Et on se quitte avec la délicieuse Vanessa Paradis. Je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des informations présentées par Pierre Courade. Bonsoir Pierre.